ودود كل عبد في الود والتامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود والتامني أنار وكدي ودود كل أبدا بالود. Comme invité grand format, nous recevons aujourd'hui Cheikh Abdoulaziz Mbacké Madialis, c'est le concepteur de madialis.org. C'est un portail web qui fait des recherches sur le mouridisme. Nous allons parler aujourd'hui avec notre invité des relations que les hommes politiques et les religieux entretiennent au Sénégal, des relations fort nourries et qui peuvent influencer 2012 si on croit certains observateurs. Nous allons parler un peu des relations qui lient les politiques aux hommes religieux. Vous êtes auteur de beaucoup de livres, dont Khidma, qui est un livre de 380 pages. Vous avez beaucoup parlé de la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous allons commencer notre entretien avec le dernier khutba de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui a invité les politiques de manière particulière, mais aussi les Sénégalais de manière générale, à apaiser les tensions d'ici 2012. Quelle appréciation faites-vous de ce khutba? Je commence d'abord par vous remercier de cette invitation à cette émission qui va traiter des relations entre les pouvoirs religieux et politiques au Sénégal. J'en profite donc pour saluer et présenter nos hommages aux dirigeants de votre organe, notamment Serigne Cheikh Gueye, qui est un ami à moi de longue date et avec qui j'ai eu à, travailler. Voilà, donc pour répondre à votre question, disons que la thématique que nous allons traiter est extrêmement importante dans la mesure où, comme vous le savez, donc c'est un sujet qui, suscite pas mal de débats et même de critiques, aussi bien dans la presse que dans les autres types de médias, notamment sur Internet, etc., où on voit, beaucoup d'observateurs et même de politologues se prononcer sur la nature, polémique des relations, séculaires entre les pouvoirs politiques et religieux au Sénégal, qui, quelquefois posent un certain nombre de problèmes qu'il convient à notre avis de clarifier. Raison pour laquelle nous avons pensé, faire des recherches sur la thématique, de la politique et de la religion à travers un essai qui s'appelle Khidma, donc la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba, et c'est sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. Donc à travers cet ouvrage, nous avons essayé, d'analyser cette problématique et d'en mettre en évidence les soubassements pour, peut-être donner un modèle pour l'avenir. Voilà. Maintenant, pour répondre spécifiquement à votre question qui porte sur le dernier sermon de Tabaski du Khalife général des Mourides, prononcé par Serigne Fallou Abdou Khadre, donc notre conviction est que c'est un message de haute portée, donc qu'il convient de saluer dans la mesure où, à notre avis, il permet de clarifier davantage la vision, du chef suprême des Mourides, à travers le discours de la Khalife, à rappeler aux hommes politiques leur devoir sacré de préserver la stabilité et la paix, donc qui a toujours fait, qui tout le temps fait une richesse inestimable du Sénégal, en respectant notamment le verdict des urnes à travers, les élections qui se profilent à l'horizon. Donc un enseignement aussi qui nous semble important qu'on peut tirer de ce discours, c'est que, à notre avis, le Khalife réaffirme de façon implicite, sa position, médiane entre les différents partis en compétition. Donc cela veut dire de façon concrète que le Khalife ne prend pas officiellement position pour un camp ou pour un autre, ni pour le régime, ni pour l'opposition. Je pense que ça aussi, c'est un enseignement, fort que nous avons tiré entre autres de ce message important. Beaucoup attendent des chefs religieux qu'ils émettent des digues. À Touba, on attend beaucoup du Khalife. Est-ce que vous pensez que le Khalife général des Mourides donnera un diguel en 2012?
Bon, d'après, disons, la personnalité du calife, disons, sa stature et le dernier message, disons, qu'il a adressé à toute la communauté musulmane pardon, aux mourides et à la nation. Donc, il serait fort improbable qu'il y ait, disons, une consigne en ce sens. Donc, ça, c'est un avis personnel. Mais disons que pour nous, cela ne fait que nous conforter, si vous voulez, dans une vision, disons, que nous avions eu l'occasion d'émettre à plusieurs reprises dans nos publications, notamment dans un article récent, dans une contribution récente que nous avons publiée dans certains organes de presse, intitulé « Le Sénégal au carrefour du Ndigal et de Y en a marre ». Il y a aussi un article que nous sommes en train de terminer qui s'appelle « La réforme du Ndigal politique ». Donc cela veut dire que, en quelque sorte, notre avis personnel est que le Ndigal fut de tout temps à la base, je dirais même de l'islam, dans l'histoire de l'islam, parce que si on se réfère au Coran, on va trouver que le Seigneur enjoint aux musulmans de se référer à l'autorité prophétique et à l'autorité de leurs dirigeants, notamment un verset fort célèbre où il dit « Ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez au prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. » Al-Amr. Al-Amr, ça veut dire le commandement, l'autorité, l'ordre. Donc c'est de là, historiquement, qu'à la notion de Ndigal est partie. Et si vous regardez l'histoire de l'islam, vous verrez que c'est avec ce sens de l'autorité que les musulmans ont pu donc être unis, rester unis et bâtir, disons, les fondements de la civilisation islamique. Et donc les mourides, le mouridisme, en tant qu'entreprise ou bien initiative de rénovation des valeurs fondamentales et cardinales de l'islam, n'en fait en quelque sorte que réhabiliter, que revivifier donc cette notion d'amr à travers notamment les enseignements du soufisme, les relations maître-disciple, etc. Donc la notion d'Ndigal n'est pas une hérésie ou une nouveauté en islam, ça fait bien partie de le devoir d'obéissance aux autorités, et donc habilité, donc ça fait partie de l'islam. Maintenant, il faudra peut-être étudier les types d'autorités qui sont reconnues ou pas. Donc ça c'est une autre question. Voilà. Mais si on regarde bien l'histoire du mouridisme, nous verrons que donc la position du calife par rapport au Ndigal n'est pas, disons, ne s'inscrit pas en faux dans la logique générale qui, à notre avis, en tant que chercheur, a toujours guidé, disons, l'histoire du Ndigal en tant que tel. Je m'explique. Si on se réfère à la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, nous trouverons qu'il se réfère à une notion qui n'est pas nouvelle, mais qui est extrêmement importante, qui est la notion de rénovation, tajdid, à travers notamment le vers où il dit mon ambition, c'est de revivifier, de rénover la voix du prophète, disons la sunna du prophète, dans son originalité ou dans son authenticité, dans sa pureté originelle, si vous voulez. Donc, dans la démarche Cheikh Ahmadou Bamba, il est inclus, disons, une adaptation, une rénovation des méthodes dans le respect des principes fondamentaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en islam, il y a des principes fondamentaux sur lesquels donc, on ne reviendra jamais. La foi en Dieu, l'unicité de Dieu, la croyance au jour du jugement, etc. Donc la foi, les piliers de la foi, constituent, disons, les racines de l'arbre de l'islam. Donc, si on veut préserver l'arbre, il faut préserver ses racines. Là, ça ne change pas, ni selon les époques, ni selon les contextes, à travers l'espace et le temps. Par contre, les méthodes qui permettent aux musulmans, disons, d'actualiser ces principes-là, sont appelés à varier et à s'adapter selon les contextes et selon les moyens. Et donc c'est ça le principe grosso modo de la rénovation, je dis. Maintenant, Cheikh Ahmadou Bamba, il a appliqué dans sa vie à travers la composition d'ouvrages. Ses premiers ouvrages par exemple ne sont que des mises en vers d'ouvrages préexistants en prose. Donc c'était une rénovation de la manière d'apprendre à travers disons son système de tarbiya, etc. Donc il a rénové dans la manière d'éduquer. Et on a vu les résultats. Donc, dans tous les plans, on verra que Cheikh Ahmadou Bamba, il a appliqué ce principe. Il ne s'est pas seulement contenté de véhiculer ou de transmettre le patrimoine qu'il a hérité, il l'a rénové. Et si on se réfère de la même façon à l'histoire des différents khalifes qui l'ont succédé, on retrouvera ce principe fondamental, à mon avis. Quelques exemples. Le second calife, bon, Cheikh Moustapha il l'a fait, mais disons c'est plus évident avec le second calife, peut-être. Serigne Fallou, peut-être il a trouvé Cheikh Moustapha en train de célébrer, disons, le magal du retour à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba, le 19 Muharram, comme vous le savez. Mais disons que Serigne Fallou a innové, a rénové quelque part ce Ndigal, tout en conservant ce principe. En quoi faisant? En recentrant,
la célébration fondamentale du mouridisme autour du départ en exil que Cheikh Ahmadou Bamba avait lui-même préconisé. Et mieux, il a convié tous les disciples mourides à venir le célébrer à Touba, alors qu'auparavant, d'après la tradition, Cheikh Ahmadou Bamba avait laissé aux gens le soin de rester chez eux et de le célébrer. C'était pas donc une congrégation, une réunion, si vous voulez. Donc, Serigne Fallou, il a rénové le ndigal du Magal, si vous voulez. Voilà. Un autre exemple, c'est Cheikh Abdoul Ahad. Cheikh Abdoul Ahad, grosso modo, il a respecté les mêmes principes, foi en Dieu, éducation, etc. Mais dans sa manière et dans sa personnalité, il a aussi fait une rénovation dans la gestion et l'organisation de la vie de Touba, par exemple. Tout le monde sait que du temps de Serigne Fallou était connu pour son indulgence, son ouverture d'esprit, son humour. Donc, un des effets, c'était que beaucoup de mourides, voilà, ne respectaient pas vraiment un certain ordre, notamment par rapport au fonctionnement de la ville. Mais on a vu que Serigne Abdoul Ahad, il a pris des mesures pour rénover cette gestion. Donc, le ndigal de la gestion de Touba a évolué. Cheikh Abdoul Ahad a, par exemple, interdit l'usage de certains produits à Touba, illicites, etc. Et il a rénové aussi en acceptant que la gendarmerie puisse venir, etc. Donc, on a vu qu'avec Cheikh Abdoul Ahad, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué et qui n'existent pas auparavant dans les autres khalifas, tout en respectant les mêmes principes. Par contre, il s'est inscrit dans la même démarche de ndigal politique de Serigne Fallou. Par exemple, Cheikh Abdoul Ahad, il a donné des consignes pour soutenir Abdou Diouf, comme Serigne Fallou avait donné des consignes pour soutenir Senghor. Mais on a vu avec Serigne Saliou qu'il y a une autre démarche par rapport à ce ndigal politique. Pourquoi je l'appelle ndigal politique, entre parenthèses? Pour moi, parce qu'il y a, le ndigal, il est global, mais on peut le sectoriser. Il y a le ndigal pour aller au champ, il y a le ndigal pour apprendre les ouvrages, il y a un ndigal éducatif, voilà. Donc, le ndigal politique, contrairement aux analystes externes de Mouridisme qui, quand ils font référence au ndigal, ils pensent que le ndigal n'est que politique. Alors que la recherche montre que non. Le ndigal politique ne fut qu'un type de ndigal dont les Mourides avaient besoin en un instant T, à notre avis. Notamment lorsqu'il fallait bâtir la mosquée de Touba et mettre les bases du développement de Touba. Selon la philosophie de Serigne Fallou, notamment, et de Serigne Abdoul Ahad, et des anciens, donc, leur approche de la chose politique était, à notre avis, une approche corporatiste. Je m'explique. Donc, les khalifes se percevaient comme les représentants, les mandataires d'une communauté dont ils représentaient les intérêts. Donc, ils étaient là donc pour défendre les intérêts des Mourides et de l'islam de façon générale. Et tout acteur politique qui disons, s'engager à préserver ses intérêts, à les renforcer, bénéficie automatiquement de leur soutien. Là, c'est pas une nouveauté. Par exemple, si on va dans un autre système démocratique, les États-Unis, on voit que le système de lobbying est un système qui est bien ancré dans la tradition américaine, contrairement au système rousseauiste français qui, lui, en principe, n'accepte pas, disons, le communautarisme. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour montrer que le modèle jacobin, rousseauiste, de laïcité à la française n'est pas un modèle, n'est pas un dogme à notre avis, et qu'il convient quand même, dans l'histoire des idées, de relativiser cela. Donc, les khalifes avaient une vision corporatiste de la chose politique qui expliquait, disons, l'émergence du ndigal politique en faveur d'un candidat qui s'engageait à, voilà. Mais disons qu'avec Serigne Saliou, on a vu une sorte de rupture par rapport à ça, parce que Serigne Saliou, à notre connaissance, n'a jamais exprimé publiquement un ndigal ou un soutien, disons, avéré pour un candidat donné, alors qu'il pouvait le faire. Bon, quand on lui demandait, il disait notamment que, vu maintenant la configuration du mouridisme, ou disons, donc il avait, disons, c'était sa famille, disons, c'est ça qu'il disait, aussi bien dans le pouvoir que l'opposition, c'était ses disciples, donc il ne pouvait pas se permettre, donc selon sa personnalité, de prendre parti pour un camp au détriment de l'autre. Et là aussi, à notre avis, selon notre analyse, ça, c'est tellement pertinent dans la mesure où les réalités de 1960 ou de 1950 ne sont plus les réalités de 2000 à notre avis. Puisque dans le mouridisme a évolué sur beaucoup de plans. Le mouridisme était assez faible au début, mais maintenant, disons, sur le plan économique, sur le plan, voilà, intellectuel et culturel, ils ne sont plus, disons, au niveau de, disons, d'attendre quand même, en échange d'un ndigal, un soutien par exemple pour la mosquée. Le ndigal politique s'est arrêté avec Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Aujourd'hui, nous sommes avec Sidi Mokhtar Mbacké, longue vie à lui. Finalement, il n'est plus question de ndigal politique puisque ce serait déphasé. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est déphasé, mais je dirais que c'est quelque part dans la suite logique, disons, de l'histoire du mouridisme, à notre avis. Disons que Sidi Mokhtar, à travers cette position, selon notre analyse,
ne fait que perpétuer, disons, une démarche qu'avait initiée Serigne Saliou et qui n'est pas en rupture avec le passé, mais disons qui est plus adaptée selon le contexte. Et rien ne nous dit, à notre avis, si on respecte notre logique, que dans l'avenir, cette vision aussi ne puisse pas changer. Parce que, à notre avis, je le réaffirme, je l'ai dit tout à l'heure, disons que la nature des méthodes doit dépendre du contexte. Je donne un autre exemple, peut-être, dans l'histoire de l'islam. Le Coran lui-même, les dispositions du Coran ont évolué selon le contexte. Il y a certaines dispositions du Coran qu'on appelle abrogées ou mansoukh, qui sont plus valables, mais qui étaient valables à un instant T. Lorsque les musulmans étaient à la Mecque et lorsqu'ils furent à Médine, ce n'était plus les mêmes réalités. Quand ils étaient sous la persécution, quand ils ont fondé un État, les mêmes dispositions n'étaient plus valables. Et pourtant, ces dispositions sont restées dans le Coran, bien qu'étant abrogées. Le verset où le Seigneur dit, n'approchez du vin, n'approchez pas de la prière en étant ivre. Et donc, c'est un verset qui est abrogé. Alors, il y a d'autres versets qui interdisent de façon formelle l'usage du vin. Ça, c'est un exemple. On peut en avoir d'autres. Par exemple, les rapports du prophète, alayhi salatu wassalam, avec les mécréants, les dispositions du Coran ont varié selon la nature de la menace de ces mécréants-là sur l'islam. Quand il fallait se battre, on leur a dit de se battre. Et quand il fallait chercher la paix, on leur a dit, s'ils recherchent la paix, toi aussi, tends vers la paix. Donc, ça pour dire qu'il y a toujours un aspect dynamique dans l'islam. Un aspect dynamique qui ne doit pas remettre en cause les fondements. C'est ça qui est essentiel. Maintenant, il y a certains types on les appelle des progressistes ou bien des modernistes qui ne respectent pas ces limites. Mais il faut quand même une rénovation. Un autre exemple, c'est le calife Ousmane, le troisième calife, qui a, disons, rassemblé les textes du Coran en un livre, alors que ça n'existait pas avant. Ça aussi, c'est une rénovation. Bon, bref, pour en revenir donc au problème d'Indigal, à notre avis, il y a plusieurs raisons qui à notre avis, tendent à perpétuer cette dynamique de rénovation. Parce qu'actuellement, si on regarde bien, qui a le plus intérêt au Ndigal actuellement? Est-ce que c'est les mourides eux-mêmes ou c'est les hommes politiques? À notre avis, nous pensons que c'est actuellement les hommes politiques qui ont plus intérêt au Ndigal que les mourides. Parce que pour bâtir la mosquée, les mourides, ils ont leurs ingénieurs, ils ont leurs moyens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'État. Toute communauté, toute ville a besoin de l'État. C'est clair. Mais disons que le niveau de conscience des mourides, actuellement, parce que les nouveaux mourides, beaucoup sont allés à l'école française, pourtant, disons, se référant toujours à leurs valeurs de base, mais on n'a pas besoin, disons, d'avoir un soutien inconditionnel des mourides pour obliger l'État à financer le développement de Touba. Mais Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal. C'est un devoir régalien de l'État de prendre en charge les besoins de la ville de Touba sans nécessairement la contrepartie d'un Ndigal. Disons que ne serait-ce que ce niveau de conscience, autre chose, les mourides, ils ont gravi des échelons. Avant, ils étaient, disons, considérés comme les plus humbles, les plus modestes, mais actuellement, sur le plan économique, intellectuel, etc. Donc, il y a un changement de configuration sociologique qui, à ton avis, ne milite pas en faveur de ce positionnement. Ça, c'est un. De deux aussi, disons que l'élargissement de la base du mouridisme, pour nous, donc, ne milite pas en faveur du positionnement du chef suprême des mourides pour un camp en détriment de l'autre. Parce que les mourides, mais tout le Sénégal, ils sont dans tous les partis, etc. Ça, c'est beaucoup plus important aujourd'hui qu'en 1960 ou en 1950. Donc là aussi, disons que le Ndigal peut même à la limite devenir un facteur de division des mourides. Ça c'est une réalité. Donc, autre chose, un dernier argument pour nous, c'est, quoi qu'on dise, beaucoup de mourides, enfin, tous les mourides pratiquement, vivent dans un contexte de mondialisation qui, qu'on le veuille ou non, nous a amené de nouvelles valeurs qu'on doit intégrer dans nos schémas de pensée. Disons que les paradigmes traditionnels ne peuvent plus être en tant que tels préservés sans l'intégration. Ça, c'est humain. Ça, c'est l'histoire humaine. Il n'y a pas une société qui ne bouge pas. Le mouvement fait partie intégrante de l'histoire de l'humanité. Maintenant, il faut tout faire pour que ce mouvement-là se fasse dans le bon sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les mourides qui vivons au XXIe siècle, etc., beaucoup sont allés à l'école, on est ouvert immédiat à l'interne, etc. Qu'on le veuille ou non, on a une vision qui est quand même assez, enfin, d'autres l'appellent la conscience citoyenne, mais pour moi, c'est disons, une autre façon de voir, qui intègre d'autres, disons, les vents fécondants provenant d'autres horizons. Nous sommes obligés, disons, d'intégrer ces conceptions dans notre démarche, disons, traditionnelle. Donc, il y a un arbitrage qui doit se faire. Tout ça pour dire qu'on ne peut plus se contenter
des schémas traditionnels en tant que tels. On doit préserver les valeurs, mais aussi faire l'effort de voir comment adapter certaines méthodes selon le contexte, sans pourtant remettre en cause les dites valeurs. Une petite question qui, même une réponse par oui ou par non, conviendrait, même si c'est trop demandé à un chercheur. Pensez-vous que si un ndigal par extraordinaire est émis en 2012, les Sénégalais suivront? Bon, ça, là aussi, c'est une question ouverte. Hein. Beaucoup d'analystes se sont prononcés. Bon, la majorité disent non. Que les Sénégalais ont atteint un niveau de conscience citoyenne, ils se sont libérés de la tutelle, entre guillemets, maraboutique, etc. Mais moi, je fais partie de ceux qui relativisent cette analyse-là, à l'instar de notre chercheur qui n'est pas mouride, par exemple, Mamles Camara, par exemple, dans une interview, il avait émis la réserve, enfin, il avait dit il faut faire attention à ceux qui disent que le ndigal ne sera pas suivi. Personnellement, j'ai mon avis sur la marche de la nation et sur la cité, mais si un ndigal était émis, moi je suivrai ce ndigal-là, quelle que soit ma vision. Mais là, c'est personnel. Et je pense qu'il y a d'autres mourides qui le feront pour des raisons personnelles. Je peux donner mes raisons, mais bon, bref. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il faut relativiser ces analyses-là? Beaucoup d'analystes, ces mêmes analystes avaient dit que le ndigal était mort en 2000. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chefs religieux, qui avaient soutenu le régime en place, le régime socialiste. Ça n'a pas empêché le peuple, comme ils disent, disons, de trouver un autre régime. Et ce qui est très surprenant et que beaucoup ne mettent pas en évidence, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en 2007, même en l'absence d'un ndigal explicite de Serigne Saliou, ces mêmes analystes ont reconnu que le fait que même qu'il ait annoncé que voilà, vous connaissez la suite, que ça a eu un impact sur le choix des électeurs. Je pense que ceux qui disent pas sous-estiment, disons, que la psychologie des mourides et même des Sénégalais de façon générale. Même si, parce que là, pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a plusieurs psychologies, plusieurs paradigmes ou schémas de pensée qui cohabitent chez les Sénégalais. Il y a effectivement les vents qui viennent des autres pays, il y a aussi un substrat qui est toujours là. Moi, par exemple, ne serait-ce que pour défendre l'image de Serigne Touba, je serais prêt à choisir Serigne Touba au lieu de choisir un candidat politique, quelle que soit la pertinence des idées, parce que je pense qu'il faut relativiser. On avait dit que c'est le peuple qui avait choisi ce régime en 2000. Mais pourtant, c'est ce même peuple maintenant qui veut revenir en arrière. Donc, autant, parce qu'actuellement, dans les analyses, on a tendance à sacraliser un certain nombre de choses qui à mon avis, sont là d'être aussi sacrées. Par exemple, quand tu regardes des analyses comme celle du professeur Ousseynou Kane, par exemple, qui avait, disons, intitulé je l'appelle Brûlot, hein, La République couchée, où il dénonçait beaucoup de choses, et que les intellectuels tous avaient unanimement applaudi, intellectuels surtout francophones. Moi, je trouve qu'il y a certaines formulations de nos textes qui sont assez choquantes. Par exemple, là, il dit que en 2000, c'est le peuple qui a choisi, mais c'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. C'est ça qu'il a dit dans son texte. Pourquoi continue-t-on d'opposer Dieu au peuple, les religieux au... Voilà. Donc, pour moi, je pense que ça, c'est une démarche qui est intellectuelle, qui est héritée d'un schéma de pensée qui est loin d'être le nôtre, notamment les Lumières, la Révolution française, etc. Moi, je pense qu'il y a un certain schéma, un certain nombre de schémas. Parce qu'au-delà même de cette contestation du culte, ce qui est intéressant pour les chercheurs, c'est que ça met en jeu des visions différentes du monde. Un exemple très simple que j'ai relaté dans ma contribution précitée, c'est que même s'il y a une perdition de certaines valeurs, hein, aussi bien l'autorité religieuse, etc., là c'est une réalité. Mais disons que ceux qui font des statistiques sur est-ce que les Sénégalais vont se confier à un ndigal ou pas, mais s'ils font des enquêtes sur l'autorité parentale, ils vont trouver aussi des résultats similaires. Actuellement, si beaucoup de Sénégalais disent, ok, voilà, même si un marabout donne un ndigal, je vais pas arrêter, ces mêmes Sénégalais vont aussi dire, si mon père, par exemple, me dit quelque chose, moi je fais ce que je veux. La même chose si vous demandez aux femmes, si elles se réfèrent à l'autorité maritale, vous risquerez de trouver les mêmes choses. Monsieur Mbacké, vous semblez dire tout simplement que vous n'êtes pas d'accord avec certains professeurs qui ont un peu déploré le fait que le politique, fût-il le président de la République, se courbe devant un chef religieux. Vous pensez que c'est normal qu'un président de la République affirme son appartenance à une confrérie, même si cette appartenance affirmée soit en mesure de biaiser un peu son rôle de président de la République? Je pense que non seulement que c'est dans la norme, je pense que il n'y a rien de plus naturel. On peut prendre d'autres exemples. Hein. On peut prendre l'exemple des États-Unis. Là aussi, parce que bon, dans notre pays, on aime bien trouver des exemples ailleurs. Hein.
Mais tout le monde sait qu'aux États-Unis, le président Bush était un fervent protestant. Actuellement, le président Obama, rien ne l'empêche d'aller à l'église et faire sa messe. Voilà, donc là, tout juste pour dire que ce n'est pas l'appartenance en tant que telle qui gêne, mais c'est la manière d'user de cette appartenance-là. Si un président est chrétien, là par exemple, le premier président sénégalais était chrétien, et c'est les chefs religieux musulmans qui l'avaient soutenu. Ça n'avait pas posé de problème particulier. Mais si maintenant un président, disons, mouride, affirme sa mouridité, il n'y a rien de gênant à cela, d'autant plus que ça se fait partout dans le monde. Maintenant, ce qui peut poser problème, c'est que si cette appartenance-là pousse ce président ou ces dirigeants politiques à léser les intérêts des autres communautés, c'est là où ça devient grave. Et là, ce ne serait même plus conforme à l'esprit du mourisme, à l'esprit de l'islam, parce qu'il n'y a rien de plus important en islam que de préserver les intérêts des autres et d'être juste dans ses décisions. Donc c'est là où ça pose problème. Le problème que ça pose aussi, c'est le fait que ces politiques utilisent cette appartenance-là comme instrument politique pour se légitimer auprès des masses, sans pour autant se référer à la doctrine à laquelle ils se réfèrent. Parce que c'est une chose de se réclamer mouride, c'est autre chose de mettre en valeur et de mettre en œuvre les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Si tu te réclames mouride et que tu ne te réfères pas aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba dans ta vie quotidienne et que au contraire, tu fais la promotion des mauvaises valeurs, là, c'est dommage. Vous trouvez salutaire un peu les relations extrêmement poussées entre les religieux et les politiques au Sénégal? Bon, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais disons qu'il faut faire la séparation des choses. Hein. C'est-à-dire, c'est une chose de dire qu'il y a des dérives, il y a des choses que tout le monde déplore. Hein. Mais c'est une chose aussi de dire que la religion ne doit pas avoir sa place dans la République ou bien dans la manière de marcher la cité. Là, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi je le dis? Par exemple, si là on se réfère à, moi je l'appelle le dogme républicain. Actuellement, il y a un dogme républicain au Sénégal. Par exemple, nous, on a un type de république qui s'appelle la République du Sénégal. Alors qu'en France, on dit la République française. Moi, je dis, il nous faut une République sénégalaise, pas une République du Sénégal. Ça veut dire quoi? Une République qui est bâtie sur le socle de notre doctrine et de notre vision idéologique et de nos valeurs, avant de s'ouvrir maintenant au reste du monde et prendre ce qu'il nous faut là-bas, parce qu'on n'a pas tout. Donc, il nous faut un type de république et malheureusement, on n'a pas encore ça. On a actuellement un type de république qui est grosso modo inspiré, disons, du socle français à travers la Révolution, alors que les Français, ils ont une histoire différente avec la religion que nous. Au Sénégal, la religion a été libératrice, alors qu'en Europe et en France, la religion a été aliénante au pied du peuple. Donc, nous, on a bâti un type de république à travers l'histoire d'autres personnes, à travers, disons, la culture d'autres civilisations. D'autres peuples. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ce qu'il nous faut, c'est d'abord que les élites, aussi bien intellectuelles, disons religieuses et politiques, disons abordent déjà le débat. Alors que ce n'est pas le cas. Actuellement, le débat tourne autour de tout, sauf autour des socles. C'est pourquoi je l'appelle dogme. Actuellement, il y a des postulats qui sont loin d'être évidents. Donc, il faut d'abord poser le débat, premièrement. Après, oser maintenant aller à la source des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et des grands penseurs sénégalais. Parce que nous, on a des pères fondateurs. Pourquoi on parle de révolution française alors qu'on a la révolution de Mbacké Kadior? Pourquoi on parle du siècle des Lumières alors qu'on a un siècle de Lumière sénégalais? Le siècle de Cheikh Ahmadou Bamba et de El Hadji Malick Sy, nos anciens, ils ont écrit pendant ce siècle plus que dans les 1000 ans d'histoire du Sénégal dans l'islam. Nos intellectuels là qui se prononcent tous les jours à la radio, ils te citent Montesquieu, Voltaire, etc. Ils ne peuvent pas te citer 3 vers de Mbaye Mbaye Diakhaté ou 2 vers de Serigne Touba. Non, il faut donc qu'on retourne à notre patrimoine culturel. Parce qu'un peuple ne peut pas se développer sans avoir un substrat qui lui appartient. La Chine, elle se développe avec ses propres valeurs maintenant, avec d'autres valeurs qu'elle prend ailleurs. Le Japon, etc. Donc, pour moi, au-delà du problème du problème des rapports politiques, etc., il nous faut donc un travail de fond. Et actuellement, malheureusement, je suis désolé, mais les intellectuels ne jouent pas leur rôle. Autre chose aussi, les médias, ils ont une mission. Ces médias, ils permettent quand même, bon, il y a pas mal d'avancées qu'on doit aux médias, mais aussi il y a pas mal d'insuffisances qui, à mon avis, sont perpétuées à travers l'outil des médias. En quoi faisant? En promouvant plus les anti-modèles que les modèles. Actuellement, par exemple, si la vision du mouridisme qui est développée sur les médias populaires comme Internet, etc., les médias semblent se cantonner sur les brebis galeuses, je vais les appeler comme ça, plus que sur les modèles qui existent. Par exemple, tout à l'heure, tu m'as parlé hors antenne du problème de Serigne Cheikh Saliou qui avait remis, qui avait retourné l'argent qu'on lui avait. Donc là, c'est pas une nouveauté. Il y a donc des religieux qui continuent à jouer leur rôle, mais malheureusement, ces religieux-là, on les voit jamais.
on met pas, disons, on les met pas en exergue leurs actions. Donc là aussi, ça pose problème. Donc grosso modo, il y a pas mal de choses à dire sur la nature des relations politiques et religions, etc. Parce qu'il y a pas mal de gens, aussi bien dans le milieu religieux que dans le milieu politique, qui profitent de ces relations-là pour leurs propres intérêts. Mais là aussi, il faut qu'on pose le problème de l'avenir. Pour moi, dans l'avenir, il faut qu'on puisse avoir un type de république qui est bâti sur un socle qui nous appartient avec des valeurs cardinales qui regroupent tous les Sénégalais. Merci, Cheikh Abdelaziz Mbacké Madialis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette interview que nous accordait Cheikh Abdelaziz Mbacké Madialis. C'est le concepteur de Madialis.org. C'est l'occasion, bien sûr, de vous présenter son livre Khitma. Un livre, bien sûr, qui retrace un peu la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un essai sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. Un livre de 380 pages. C'est la fin de cette interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.